employés. Bon, le Sénégal dispose de 3,8 millions d'hectares cultivables et 2,5 millions sont cultivés, qui représentent 65% des terres arables. La sécurité foncière et la répartition équitable de la terre aux producteurs se déroule dès l'indépendance des motifs justifiant une restructuration de l'administration territoriale et la mise en place d'une loi, la loi sur le domaine national, adoptée le 18 juin 1964. Comme je l'ai dit tantôt, 4 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, le président Senghor a affirmé qu'il s'agissait de revenir du droit romain au droit négro-africain de la conception bourgeoise, la propriété foncière, à la conception socialiste qui est celle de l'Afrique noire traditionnelle. Donc ça l'a beaucoup inspiré pour que l'on mette sur pied une loi sur le domaine national qui va s'inspirer un peu de nos us et coutumes. On verra dans le texte les ambiguïtés de cette loi. Cette déclaration témoigne du souhait de réadapter le système foncier coutumier aux impératifs du développement du pays. Là, c'était une exigence de l'heure, vers les années 64. Bon, la loi classe les terres du pays en 3 domaines. Là, c'est bien connu, le domaine de l'État, le domaine des particuliers et le domaine national. Il est régi par la loi du même nom qui intègre les terres ne relevant ni de l'État, ni de la propriété privée. L'État détient le droit de gestion du domaine national, mais n'en est pas le propriétaire. Là, c'est une ambiguïté qu'il faut relever. Bon, le domaine national est divisé en 4 zones. Les zones urbaines, les zones classées, les zones de terroir et les zones pionnières. Là, je pense que tous ceux qui sont actifs dans le foncier et qui suivent les formations que le CNCR dispose au niveau des zones agroécologiques, en ont le contenu et ils peuvent se référer à cela et ils peuvent aller dans le texte pour voir ça. Bon, le caractère familial de la gestion du foncier au Sénégal, les politiques et programmes défendent l'idée que la terre appartient à ceux qui disent que la terre appartient à ceux qui travaillent, à ceux qui la travaillent. Les conditions d'exploitation ont changé et les populations non soutenues par l'État n'ont pas les moyens d'aménager probablement leurs terres. C'est l'une des ambiguïtés que la loi sur le domaine national et qui a instauré un certain malaise chez les organisations paysannes. Dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale en juin dernier, le Premier ministre d'alors avait annoncé une réforme de la loi sur le domaine national. Sa déclaration était surtout marquée par une vision d'une agriculture irriguée intensive et motorisée, et donc un modèle d'agriculture à base de capitaux, excluant en grande partie l'agriculture paysanne. Là, c'est des déclarations qui existent sur la presse, qu'on peut lire et qu'on peut trouver, et qui sont à l'origine de la création de la commission sur la réforme foncière, qui a commencé à être mijotée depuis les années 96. Bon, maintenant, la crise alimentaire 2008 et la menace sur le foncier des exploitations familiales. En Afrique, on pense qu'il y a des réserves de terre pouvant faire l'objet d'accaparement ou location par les investisseurs. C'est ça que la Banque mondiale pense, c'est ça que les institutions financières ont en tête. On assiste au développement de politiques incitatives de promotion de l'investissement privé dans le secteur de l'agriculture. L'Agile est un exemple concret que les populations vivent actuellement et qu'on a l'honneur d'avoir dans la salle M. Babacar Diop, président de la France, et dont les terres des membres de son association sont fortement convoitées par M. les investisseurs. Bonjour M. le maire de la commune de Rospécial. Bon, on assiste au développement de politiques incitatives à la promotion de l'investissement privé dans le secteur agriculture. Des réformes facilitent l'accès à la terre pour les investisseurs. Ça, la réforme foncière en cours en est une parfaite illustration. On retrouve encore les investissements productifs privés qui sont perçus comme des opportunités de transition vers une agriculture industrielle. Et là, le grand forum organisé il y a quelques mois cela sur les agrobusiness en est un témoignage éloquent. Le résultat, les petites exploitations devront se résoudre à des prises aux ouvriers agricoles. Ce que les parents peuvent déjà refusent actuellement. On est en train de détruire le village, on est en train de les exproprier de leurs terres et les transformer en ouvriers agricoles chez eux. Bon, quelques exemples de menaces. Au Ghana, les terres du Nord ont été affectées à une compagnie norvégienne produisant des agrocarburants. Le Ghana, bon, vous connaissez le Mali, le gouvernement s'est engagé à accorder 800 000 hectares aux investisseurs privés. En Mauritanie, la distribution par l'État des terres des déportés continue encore.
d'être au cœur des conflits interethniques. Au Burkina Faso, les études de Via Campesina en 2012 rapportent que si le rythme d'accaparement des terres est maintenu dans les 10 prochaines années, il n'y aura plus de terres pour les petits paysans. Au Nigeria, les terres concernées par le phénomène atteignent 821 000 hectares. Au Sénégal, selon diverses sources, on estime à 844 970 hectares les terres ayant fait l'objet d'accaparement ou tentative d'accaparement. Ça, c'est une étude, un recensement que j'ai eu à faire avec M. Tchano Sissé du CNCR et de Bokachim ici. C'est les dernières sources, c'est les derniers chiffres qu'on a sur la situation de notre pays. Bon, le phénomène d'accaparement des terres agricoles a pris des proportions inquiétantes depuis 2000. Il touche toutes les localités du Sénégal. Mais les régions les plus convoitées, les plus appétées par les investisseurs, c'est la zone nord et la vallée de la Nambé, un peu la région du Sénégal oriental. Là, c'est des régions fortement menacées. Nous avions été là-bas, dans le Dogabaraka, avec l'équipe de recherche de la Quapagène. Au niveau de la vallée aussi, on a constaté des bousées sur le terrain, combien ces terres-là sont menacées, combien ces paysans ont leur avenir en jeu ou bien en danger. Vous m'excusez un peu. Maintenant, ce sont des terres les plus fertiles qui sont convoitées, ainsi que le domaine agro-pastoral de la zone silvopastorale. Et même la zone silvopastorale n'est pas épargnée d'accaparement. Cette situation est favorisée par le choix des politiques, des institutions publiques, dans le cadre de la mise en œuvre de programmes agricoles tels que la grande offensive pour la lutte de l'abondance et le débat. Jacques Carrière parlait tantôt de politique top-down. C'est un exemple concret de politique top-down. C'est pensé à là-haut, il y avait la crise, Ouad dit qu'on doit produire du maïs, qu'on doit produire du manioc, et il a déclaré une grande offensive sans les soldats que nous sommes, sans les fournisseurs que nous sommes. Il l'a fait avec son administration et ses fonctionnaires. Et le retour vers l'actu aussi, c'était pour pallier à l'immigration clandestine, ils ont tenté de faire cela. Bon, tout cela, c'est sous l'impulsion de la Banque mondiale. La Banque mondiale annonce que les transactions foncières dans le monde portent sur 45 millions d'hectares de terres agricoles. Selon ces estimations, une superficie des terres africaines achetées par des intérêts étrangers ces 3 dernières années a atteint 20 millions d'hectares. Vendus ou loués pour des périodes allant de 50 à 100 ans. Et si bien c'est des générations, donc le vie est un jeu, louer une terre à 50 ans, ce qui veut dire que si vous achetez aujourd'hui nos terres, il vous faut 4 générations pour que 4 générations de trucs pour que le problème soit réglé. Bon, la part des femmes dans le foot, ça c'est une part aussi qu'il faut noter. Les femmes sont utilisatrices de la terre, piliers du développement agricole, mais de façon générale, elles n'ont pas un accès égal aux hommes à cette ressource. Elles ont majoritairement des droits restreints et provisoires. De plus, des textes législatifs, des organismes et des organisations non gouvernementales tentent de remédier à ce phénomène. Mais avec le développement de l'accaparement des terres par les investisseurs, l'accès difficile aux ressources foncières et naturelles risque de ne plus être une affaire de femmes, mais de toute une famille, toutes les familles paysannes. Donc, nous sommes menacés, nos dames sont menacées, tout le monde est menacé. Donc, c'est l'agriculture familiale qui est en péril, quoi. Bon, l'État libéral, soutenu par la Banque mondiale, l'USAID, les MCC, s'est inscrit dans une logique de promotion de l'investissement privé. Cette situation est traduite par une information largement diffusée, destinée aux investisseurs sur les astuces facilitant l'acquisition de la terre, des actions facilitant au niveau fiscal de l'installation du privé étranger. Nous conférons le checklist de la crise. Pour la mise au fond, il doit servir de la crise. Comme principe, on ne concerne pas aux investisseurs comment ils doivent faire des plans de crédit. Parce que nous, les stations d'investissement quel rôle les organisations dans ce phénomène qui est là? Pousser la réflexion pour déterminer la conduite à tenir face à ce qu'il convient d'appeler la création des terres des paysans africains et l'avenir de l'agriculture familiale. Là, les gens se réfléchissent. Au Sénégal, nous avons des cadres comme le CRAFS, comme la Quapagène, comme le CNCR, qui font beaucoup de réflexions et qui font un travail important dans ce domaine. Pour conscientiser le peuple au fait que la terre n'est
plus un bien ou un actif ordinaire, mais un patrimoine stratégique, comme le port, l'aéroport, l'eau, le pétrole, la forêt et toutes les autres ressources naturelles. Aujourd'hui, les terres que nous avons dans le Saloum, dans la vallée, elles ont la même valeur commerciale que le port de Dakar, que l'aéroport international, le port Saint-Antoine, que l'eau et le pétrole que les pays arabes ont. Sur le principe de base selon lequel toute transaction ne doit pas mettre en péril la sécurité alimentaire, à long terme et à l'équilibre social du pays. Là, nous y veillons, nous ne voulons pas que les terres soient distribuées, données de manière anarchique à des gens qui n'ont pas le souci de développer notre pays. Et introduire la notion de crypte économique dans les législations, afin de sanctionner les auteurs complices de malversation sur les terres agricoles. Il y a certaines ONG, il y a certaines organisations qui ont réclamé à Macky un audit du foncier. Je peux citer ENDA, qui l'a réclamé à plusieurs fois. ENDA Conat, bien sûr. Et maintenant, là aussi, au même titre que les biens mal acquis, dont on traque, qui font l'objet de poursuites judiciaires, on devrait poursuivre ceux qui ont vendu, ou bien ceux qui ont donné les terres des paysans de manière illicite, de manière illégale, sans leur consentement. Bon, la réforme foncière pour prochain des OSC, on la reconnaît dans ce sens. Les OSC tels que je me suis beaucoup inspiré sur les propositions du CNCR sur ce domaine, la reconnaissance des droits fonciers aux paysans, la création d'une fiscalité foncière afin d'assurer au comité rural des ressources financières pour une application de la législation foncière, pour une gestion durable des ressources naturelles et pour la maîtrise des services. La réponse aux besoins fonciers de l'urbanisation et du développement économique du pays. Une réforme foncière inclusive doit être intimement liée à l'ensemble des politiques en direction du monde rural. Promouvoir la culture familiale, promouvoir la culture familiale qui peut maintenir et créer des emplois et ainsi ralentir l'exode rural. Le développement de la culture familiale contribue à lutter contre la pauvreté et les inégalités, puisque 3/4 des pauvres des pays en développement vivent en zone rurale. Selon le rapport de la Banque mondiale, l'amélioration des revenus des ruraux a donc un impact fort sur la réduction de la pauvreté. Les agricultures familiaux peuvent nourrir les populations. L'agriculture familiale gère durablement les ressources naturelles et les terroirs. De par son caractère patrimonial, elle entretient un lien fort avec le terroir. Se préoccupe de la préservation et de la fertilité, assure une gestion de l'agrobiodiversité. Il faut financer impérativement l'agriculture familiale pour nourrir les populations. Donc, disons que les 10% que nos États sont engagés pour l'accorder au soutien de nos politiques agricoles doivent être effectifs. On a un budget de 2300 milliards. Si on affectait 230 milliards au ministère de l'Agriculture, à notre agriculture, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Bon, en conclusion, je recommande fortement qu'on prenne les exploitations familiales agricoles pour le développement durable du Sénégal, comme la Copagène et les autres pays et les autres OSC des pays le souhaitent. L'exploitation familiale africaine, c'est la famille qui produit et non l'individu ou l'entrepreneur. L'objectif de la production n'est pas seulement de faire du profit ou d'augmenter les revenus. En outre, il s'agit de réduire les risques, assurer la reproduction du groupe familial, composé de plusieurs générations, et sauvegarder la terre et les valeurs qui y sont attachées. D'abord, merci de votre aimable attention. Touche pas à ma terre, c'est ma vie. Bon, je présente un peu, pour une minute. Je suis le point focal de la Copagène. La Copagène, c'est la coalition pour la défense du patrimoine génétique africain au niveau du Sénégal. Mais je demeure le secrétaire général du CCPA, qui est le cadre de concertation des producteurs d'arachide, une organisation fêtière leader dans la filière d'arachide et membre du CNCR où je suis administrateur. Donc j'ai une double casquette. Je suis en même temps point focal de la Copagène. La Copagène est gérée au Sénégal par ENDA Conat. Et là, je travaille avec ENDA sur ces questions, sur ces thématiques liées à l'accaparement des terres et dire non aux organismes génétiquement modifiés, l'introduction des génétiquement modifiés au niveau du pays. Et je salue au passage une grande dame qui a longtemps lutté, qui nous a longtemps accompagnés, Madame Helmut Hahn, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais une dame très engagée dans la lutte contre la Copagène et dans le réseau que nous partageons ensemble. Et je dis bonjour à tout le monde et remercie tout le monde de votre très très bien aimable attention.